Bon, c'est difficile de passer le premier, mais on va tenter de faire bien et de faire vite. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Et je venais vous parler un peu de 5G parce qu'on voit beaucoup de choses autour de ce sujet et commencer avec un sujet tech de l'Amiens Festival Tech. C'est toujours un plaisir d'être présent dans la capitale de Picardie. Et je dis bonjour à tous ceux que je connais dans le coin. La 5G, en fait, si tu peux passer sur la présentation sur l'écran, à quoi ça va vous servir? Parce que le sujet, il est là. Ça va vous servir à aller plus vite. Donc, c'est une évolution du réseau mobile. Je vous donne un scoop. Tous les 10 ans, dans les télécoms, ça évolue. Hein, c'est comme toute techno. Et donc, après la 1G, la 2G, la 3G, la 4G, ben, on a fait la 5G. Et le scoop, c'est que en 2030, on aura probablement la 6G et on est déjà en train de bosser dessus au niveau des opérateurs et au niveau des normes internationales de régulation. Et donc, la 5G, ben, elle ira un peu plus vite que la 4G et donc, elle vous irez un peu plus vite dans vos usages, mais ça, c'est juste une évolution normale. Pourquoi on en a besoin? On ne se fait pas plaisir à dépenser des milliards d'euros chez les opérateurs en termes de renouvellement d'équipements et également de licences, hein, parce que ça coûte hyper cher à déployer. On la déploie parce que simplement, on a besoin de bandes passantes supplémentaires. On a de plus en plus de gens avec des smartphones qui vont de plus en plus vite et qui téléchargent beaucoup plus. Et donc, les datas sur les réseaux, d'ailleurs, qu'ils soient fixes ou mobiles, hein, ça double à peu près tous les 18 mois, 40% en 2019, ça c'est le dernier chiffre. En 2020, on était sensiblement au même niveau. Et 2021, pas de scoop non plus, on a fait à peu près pareil. Donc la 5G, ça rajoute du débit et pour désaturer les réseaux et on en aura besoin. Mais c'est également une révolution en termes technologiques parce que en termes de normalisation, la norme est complètement différente des normes précédentes. De la même façon que je vous disais, où on rajoutait du débit à chaque fois, parce que la 3G, on a rajouté de l'Internet. La 4G, on a dit, bon, l'Internet, c'est un peu lent, on va rajouter de la vidéo et puis de la vidéo haute définition. La 5G, on a rajouté du débit, mais aussi, on en a enlevé. Qu'est-ce que ça veut dire, on a enlevé? Ça veut dire qu'on va l'adapter, en fait, à l'ensemble des usages. Actuellement, sur votre portable 4G, quel que soit votre usage, finalement, votre mobile, il se connecte sur une fréquence donnée, il envoie de la donnée, et puis quand il a terminé, il s'arrête. Que ce soit un SMS, un WhatsApp ou une vidéo 4K. Dans la 5G, on a conçu le réseau pour s'adapter en permanence aux besoins de l'utilisateur. Exemple, toujours le même. Si vous avez besoin juste d'envoyer un petit message de rien du tout, quelques octets, bah, évidemment, on va plutôt pas mettre ça hyper prioritaire sur le réseau parce que bon, votre WhatsApp, s'il est envoyé dans 2 ou 3 secondes, c'est pas un drame. Et puis finalement, on va utiliser une bande de fréquence donc plutôt basse, pas forcément prioritaire sur notre réseau. À l'inverse, si vous êtes dans un service d'urgence et que vous faites de la télémédecine et que c'est critique, eh ben, sur le réseau, on va vous balancer prioritaire. Et ça, c'est une vraie révolution en termes technologiques sur les réseaux mobiles. C'est quelque chose qui n'existait pas. On va balancer ça au niveau prioritaire et on va vous mettre la latence la plus faible parce qu'on considère que c'est un service d'urgence. De la même façon, une vidéo, on va lui mettre une bande de fréquence hyper haute parce qu'évidemment, une vidéo, ça a besoin de beaucoup de débit, donc on va utiliser celle-ci, voire même on va multiplexer plusieurs longueurs d'onde en fonction de ce qui est disponible. Et par contre, bon, en termes de priorité, bon, si c'est une vidéo avec des petits chats sur YouTube, on va pas le mettre hyper prioritaire parce qu'on se dit que s'il manque un pixel sur un petit chat, c'est pas un drame. Vous arriverez quand même à voir une vidéo, à avoir une qualité relativement correcte. Donc voilà, le réseau, en fait, il s'adapte en permanence en fonction de l'ensemble des utilisateurs au niveau de la latence, du débit et des fréquences. Et il analyse ça en permanence. Ça permet de reprioriser, de se reconfigurer en permanence. L'autre rupture techno, et celle-ci, elle est essentielle dans un sujet numérique et environnement, c'est que le réseau a été conçu pour être économe en énergie. Comme je vous le disais, le débit, les besoins en débit des utilisateurs doublent tous les 18 mois. Donc, la consommation énergétique liée aux usages, bah, elle double tous les 18 mois. Et ça, effectivement, c'est pas environnement très friendly. Et donc, on a une technologie de rupture qui consomme
plutôt, alors c'est écrit 2 sur le slide, mais c'est plutôt 3 fois moins que la 4G. Donc ça, c'est plutôt déjà une avancée technologique, hein, parce que diviser par 3, c'est déjà pas mal. Et dans sa norme définitive, ce sera 10 fois moins. Donc vous voyez que même si ça double tous les 18 mois, on a encore le temps avant que ça rattrape la consommation énergétique de la 4G. Et si on compare à la 2G, c'est 100 fois moins. Donc, vous voyez qu'il y a un vrai sujet autour de la consommation énergétique et de la facture énergétique, hein. Orange, pour info, c'est le premier consommateur d'électricité en France. Et on consomme 0,5% de la production d'électricité en France. Donc, c'est à la fois peu, mais à la fois, c'est beaucoup. Et donc, les réseaux mobiles sont aux alentours entre les 2 tiers et les 3 quarts de cette consommation énergétique. Donc, il y a un vrai sujet environnementale derrière la consommation, et la 5G permet, elle, de consommer beaucoup moins. Derrière le 10 fois, en fait, c'est pareil, c'est la techno qui veut ça, c'est qu'elle est capable de ne s'allumer que quand elle en a besoin. Exemple fictif, puisque ça n'arrivera probablement jamais, une antenne 5G avec que des téléphones éteints autour d'elle dans son périmètre de rayonnement ne consomme aucune énergie. Ce sont des antennes qui sont capables de s'éteindre et de s'allumer en fonction uniquement des besoins. De la même façon, elle utilise une techno MIMO, multiple out, comme en bon français, qui permet en fait d'optimiser en permanence le rayonnement électromagnétique, et donc de n'allumer que les parties du territoire où on en a besoin. Si, par exemple, donc pareil, dans un exemple purement fictif, j'ai mon téléphone à côté de moi et que je trafique dessus, bon, bah, évidemment, l'antenne va émettre un rayonnement vers moi. Par contre, si Benjamin, son téléphone est éteint, et ben, lui ne recevra absolument aucun rayonnement électromagnétique. Ce sont des antennes directives, et ça, c'est une autre rupture technologique qui est possible uniquement en 5G. Alors, la 5G, il y aura la 5G et la 5G. Petite explication et petite précision. La 5G qu'on a lancée actuellement, chez Orange, chez les concurrents et partout d'ailleurs dans le monde à l'heure actuelle, c'est de la 5G qui a certaines caractéristiques, mais qui n'a pas toutes les caractéristiques de la norme. Il y aura une 5G 2.0 ou 5.0, ce serait mieux, qui va sortir un peu plus tard. Et donc cette 5G, en fait, c'est des antennes 5G, des mobiles 5G. Elles utilisent le protocole 5G entre le mobile et l'antenne, mais derrière l'antenne, c'est une technologie 4G. Donc c'est une sorte de technologie hybride, ce qu'on appelle non-standalone, qui permet donc à la fois d'avoir des débits vachement plus intéressants. Donc, si vous êtes bien placé, donc à Amiens, dans le centre, vous pouvez allègrement dépasser 1 giga par seconde. Donc, vous voyez, en termes de cas d'usage, 1 giga sur un mobile ou sur un objet, une tablette, ça commence à faire un débit intéressant. Mais par contre, pour l'instant, la prouesse de la 5G qui est déployée actuellement dans le monde s'arrête là. En 2023, on aura de la 5G de bout en bout avec, chez un opérateur télécom, un cœur de réseau qui sera vraiment full 5G, et c'est celui-ci qui permettra d'avoir les antennes totalement intelligentes qui s'allument, qui s'éteignent, qui sont directives et qui font plein de trucs, et qui sera surtout adapté aux objets connectés. Et donc, que ce soit Smart City, Smart Agri et tout ce qui sera smart avec des objets intelligents sera possible en 5G. Et surtout une réactivité, le ping sera aux alentours de la milliseconde, ce qui intéressera probablement beaucoup de gens sur ce festival. Je voulais un peu vous parler de comment les opérateurs déploient la 5G. Les autres, je ne sais pas, mais chez Orange, en fait, on déploie la 5G dans des logiques territoriales. Donc là, j'ai mis une carte d'Amiens. Vous voyez, on arrive à rayonner autour d'Amiens. On a des logiques de déploiement dans les grosses villes pour commencer, dans les villes moyennes. Dans la région, on a déjà ouvert Saint-Quentin, Beauvais, entre autres, Arras, Lens, si on remonte un peu plus haut, et Lille, bien sûr. Donc des logiques de centre de vie et de déploiement. En termes techno, en fait, c'est juste nos antennes 4G qu'on remplace par des antennes 5G avec un équipement de base en dessous qui, bien sûr, passe de la 4 à la 5G. C'est de la transformation de réseaux existants dans un premier temps. Par contre, sachez que c'est des choses qui vont bouger assez vite puisque c'est une obligation chez les opérateurs de déployer en rural. Donc, on a des obligations très contraignantes de
de couverture. Donc, vous n'allez pas attendre 20 ans pour avoir la 5G si vous habitez un peu à la campagne. C'est des choses qui arriveront assez vite et notamment aussi dans l'industrie, on en parlera après. Plutôt qu'un long discours, j'ai préparé une petite vidéo. C'est une vidéo évidemment promotionnelle, mais pas prendre en tant que telle. En fait, tous les cas d'usage qui sont dans cette vidéo sont des vrais experts autour de la 5G qui sont faits par le groupe Orange et par d'autres groupes d'ailleurs dans le monde, en France et dans le monde. Et donc, il y a aucun fake, c'est que du vrai. Ouais, et la vidéo, elle dit qu'elle a pas assez de bande passante. Mince. Alors, il y a des gens qui la voient, des gens qui la voient pas. Bon, tant pis. Alors, du coup, je vais la commenter. De toute façon, tout est marqué en dessous. Et donc, là, c'était donc illustré. Donc, vous allez voir dans la 5G, par la suite, c'est des choses qui vont être très utiles pour les entreprises. Les particuliers, on a beaucoup de choses autour du gaming et du divertissement. Mais dans l'industrie, les images que vous voyez là, au niveau du technicien augmenté, on va pouvoir utiliser des choses autour de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, dans la conception également, des choses qui vont être assez disruptives en termes d'usage. Et puis surtout, cette fameuse réactivité à partir de 2023 de l'ordre de la milliseconde qui va permettre quand même des usages qui vont être vachement temps réel. En fait, en termes de projection, pensez que tout ce qui va être possible actuellement et où on a besoin d'une connexion filaire ou on a besoin du Wi-Fi, et ben demain, finalement, avec un smartphone, une tablette, un objet connecté ou un modem routeur 5G, eh bien, on pourra le faire. Donc, il y a tous les gamers, je pense, seront ravis de pouvoir se connecter comme ils le souhaitent, comme ils le veulent un peu partout. Et on a déjà d'ailleurs quelques experts avec des startups autour du gaming outdoor, ce qui permet d'avoir des choses un peu intéressantes. En exemple, donc je voulais vous citer un peu de divertissement. Alors, cloud gaming, ça, on l'a dit, hein, il y a des choses qui sont en train de faire. Shadow qui est hyper connu sur le sujet, mais il y a Microsoft aussi qui bosse sur le sujet. Et donc, plus de console, hein, on aura peut-être demain finalement un écran simplement et une manette et ça fera une console. On n'aura plus besoin de s'équiper en PS5. De toute façon, on n'en trouve pas, ça tombe bien. Et puis, cloud computing aussi. Il y a pas mal de choses, notamment chez Shadow, qui sont en cours pour avoir des PC qui sont complètement dans le cloud. Au-delà du software de service, on a complètement le système d'exploitation dans le cloud et donc on n'a plus besoin finalement, un écran devient un PC où qu'il soit et on pourra avoir un PC qui passe donc du vrai PC au smartphone, à une tablette et un environnement qu'on pourra retrouver un peu partout. Ça, c'est la promesse. Et là, c'était un truc, et je précise, tout ça a été fait avant la crise sanitaire. La 5G va permettre des choses beaucoup plus immersives. Et là, on avait fait un concert qui a été fait. Donc, c'était un concert sur Paris. On avait pris des spectateurs sur Nantes et on leur a fait tester avec un casque VR de vivre sur l'expérience du concert et comme s'ils étaient sur scène. Et vous le voyez peut-être un peu, il y a des espèces de grosses caméras qui ont été disposées sur la scène et pour que en fait les spectateurs vivent une expérience hyper immersive comme s'ils étaient sur la scène. Alors ça demande aussi à l'artiste de s'adapter, d'adapter le concert, hein, de faire pour les gens qui sont dans la salle, mais aussi de le faire pour les gens qui sont à distance. Et on pense développer un business additionnel. Hein, clairement, ça ne remplacera pas le fait d'aller à un concert, mais par contre, peut-être que si vous avez des enfants très jeunes et que vous n'avez pas de nounou ou que finalement le concert il est à Marseille et que vous habitez à Amiens, vous serez peut-être content peut-être d'aller le vivre différemment. Et en tout cas, un complément pour les concerts, un complément de revenus aussi pour tout ce qui est événementiel. Et je pense qu'ils en ont grave besoin en ce moment. Des exemples aussi autour du divertissement, toujours.
Ça, c'est 3 expés, qui sont, en cours à Marseille, à l'Orange Vélodrome, vous vous en doutez. On n'a pas choisi un autre stade pour le tester et qu'on verra peut-être d'ailleurs ressurgir, à la coupe du monde de rugby en 2023, dans les différents stades français ou dans les JO, 2024. Le premier, c'était, de vivre une expérience de sport live avec, des caméras 360 qui sont connectées en 5G, un peu partout sur le terrain et donc que ce soit pour les spectateurs à domicile qui n'ont pas pu, s'acheter, une place ou pour les gens qui sont en loge pour, vivre des choses, au plus proche du terrain. Donc on l'utilise pour revivre des actions pour l'instant, pour, les gens dans les loges par exemple, revivre le but, comme si on était, au niveau du buteur. Ça peut enfin au niveau du buteur ou au niveau, du goal pour revivre les actions. Donc ça, c'est des expériences immersives assez intéressantes et en bas, il y a Supralive, donc qui est une startup, qui s'appelle Augmented Acoustic, qui fait la même chose avec du son, qui fait du son spatialisé et ça, c'est aussi un truc assez intéressant, de vivre, dans les tribunes, l'ambiance des tribunes finalement, pour les gens qui sont en loge par exemple ou même, pourquoi pas demain chez vous. On peut complètement choisir l'endroit, la tribune où on veut être, si on veut être derrière le buteur, pareil pour avoir des choses assez immersives donc avec Sport Live en vidéo et puis avec Augmenting Acoustic en audio. Et après Vogo, donc qui est un outil autour des stats des joueurs qui vous permet avec donc là de réalité mixte en fait qui vous permet de voir par exemple tous les stats des joueurs quand vous passez votre smartphone dessus et donc un peu comme si vous étiez à la télé parce qu'à la télé ils le mettent et puis finalement quand vous êtes dans le stade vous n'y avez pas forcément accès. Voilà des experts autour de la 5G et maintenant on va arriver des choses un peu plus concernant les entreprises. Donc, on a pas mal de choses autour de la collab augmentée, notamment de la formation. Ça c'est des vrais sujets, là, on prend l'exemple aux États-Unis, hein, c'est la police de New York qui, en fait, a ouvert un centre d'entraînement, virtuel qui, permet de s'entraîner à la prise d'otages dans plein d'environnements différents. Vous avez tous en tête, dans les séries américaines, les policiers qui s'entraînent, dans des espèces de terrains fictifs, avec, la dame qui passe avec le poussette et le bébé qu'il faut pas tuer et le preneur d'otages qui est juste derrière et en fait, ils se sont rendus compte que c'était vachement limitatif en termes de configuration. Ils sont toujours dans les mêmes configurations, le même entrepôt. Alors que là, en fait, ils peuvent, s'entraîner à tout type de prise d'otage, s'il y en a 10, s'il y en a 5, si c'est dans un building, si c'est, en race campagne, même si à New York, ça doit pas trop exister. Mais d'avoir toutes les configurations possibles, un peu comme un simulateur de vol pour les pilotes d'avion où il peut choisir, les conditions météorologiques et la piste. Et ben là, c'est pareil, la police s'entraîne avec ça. Sachez que les militaires, éventuellement, aussi utilisent, cette techno. Donc avec toujours pareil des classes de réalité virtuelle, pour s'entraîner, comme n'importe quel, type de pays, dans le monde, tout en n'y étant pas évidemment, forcément. Salle de formation immersive aussi, avec, donc il y a quelques expés qui sont faites, dans les CFA sur des métiers assez techniques. Je sais que, dans les centrales nucléaires aussi, c'est des choses qu'ils utilisent avoir des casques et d'avoir des choses assez immersives pour s'entraîner. On est toujours content que le technicien qui intervient en centrale nucléaire, bah, il est pas, nécessairement, il s'entraîne pas sur une vraie centrale nucléaire, mais qui s'entraîne plutôt dans un environnement virtuel et ça apprend aussi à avoir des choses, de précision. Ça permet aussi aux formateurs, de faire des formations à distance, et pas forcément en Teams, mais en VR et donc aux formateurs évidemment de ne pas se déplacer, à l'apprenant de ne pas se déplacer aussi. Surtout en ce moment, c'est parfois un peu compliqué et puis c'est aussi du confort de vie un peu comme le télétravail et aussi de s'entraîner à des gestes de précision. Et le technicien augmenté ou assisté selon l'appel, ça c'est une boîte avec qui on bosse qui s'appelle Expert Eye. Enfin, le produit s'appelle Expert Eye, la boîte s'appelle AMA. Et là, on bosse dans le secteur industriel, notamment avec Schneider, mais aussi avec ST Microelectronics, pour guider les techniciens à distance. Donc ça, c'est aussi un phénomène qui s'est renforcé dans la pandémie, c'est qu'on n'a pas forcément le bon technicien qui est dispo à l'instant T pour faire la maintenance sur une machine donnée. Et donc, en fait, on a un expert qui est à distance et qui guide le technicien à travers, vous voyez sa petite caméra et qui peut aussi lui envoyer des plans, annoter, prendre une photo, l'annoter et lui renvoyer.
évidemment, il y a l'audio hein, derrière tout ça, on s'en doute. Et donc, d'avoir une plateforme spécialisée, d'avoir un spécialiste qui est à dispo, qui guide le technicien et le technicien d'intervention qui, lui, est à domicile. Donc, ça augmente les possibilités d'intervention des techniciens et pour lui, ça lui permet d'avoir un champ de compétences un peu plus large. Toujours dans la collab augmentée, le drone. Alors, Helper, c'est un drone assez sympa qui permet donc d'être complètement guidé à distance. Alors, moyennant, bien sûr, la DGAC et les autorisations, ça, c'est encore des choses qui sont un peu complexes parfois. Mais en tout cas, la nouveauté avec les drones connectés en 5G, c'est qu'on pourra les piloter à 100 km de distance. Et donc, on peut imaginer demain des centres de dronistes qui pilotent quelle que soit la distance, qui sont situés un peu n'importe où en France ou n'importe où dans le monde et qui sont capables d'assurer des missions. Alors, le drone sauveteur, celui-là, il est utilisé par les services de secours, notamment en cas d'inondation, en tout cas plutôt de catastrophe naturelle, pour leur permettre de repérer, par exemple, la route qui est praticable pour aller rejoindre le village qui est à moitié sous les eaux. Ça, c'est un cas réel qui a été utilisé dans le sud de la France et notamment aussi, par exemple, pour aller suivre des incendies. Toujours pareil, de façon très distante, hein, le droniste, lui, il est tranquille et il n'est pas du tout mis en danger. On peut évidemment imaginer, vous le voyez en bas, aussi des robots qui sont pilotés à distance. Donc ça, c'est utilisé dans des opérations de maintenance. Par exemple, il y a un grand fournisseur d'eau qui utilise des robots comme ça dans ses stations d'épuration. De la même façon, il n'y a pas besoin d'un technicien qui vienne le piloter à chaque fois en champ proche. Il peut être piloté de n'importe où. Et là, en l'occurrence, c'est des robots comme ça qui sont prévus dans des catastrophes technologiques cette fois-ci. Donc, on pense accident centrale nucléaire, par exemple, où le robot, lui, pareil, peut intervenir à distance sans forcément qu'il y ait une équipe d'intervention en proximité et qui peut être à plusieurs centaines de kilomètres de là, et donc en toute sécurité. Secours assistance aussi, on l'utilise avec les pompiers et les services d'urgence. Donc ça, c'est une expé qui a eu lieu à Monaco. Et en fait, la problématique qu'ont les services d'urgence, c'est qu'ils n'ont pas toujours de personnes dispo pour aller dans l'ambulance ou dans le camion des pompiers. Ils n'ont pas toujours de médecin qui est dispo. Et finalement, les médecins, ils passent aussi beaucoup de temps dans les transports et pas forcément à faire des actes. Et là, l'expérimentation, c'était de garder le médecin à distance et d'avoir toutes les constantes qui soient envoyées en temps réel via, bien sûr, la 5G et bien sûr, un retour visuel, une visio et le son qui soit utilisé à travers la 5G pour que le médecin pilote à distance l'équipe d'intervention et pas à forcément avoir un médecin dans chaque ambulance ou dans chaque fourgon de secours. Et les derniers exemples, c'est autour du transport. Bon, vous avez toujours la navette autonome dont on parle beaucoup, mais et le véhicule autonome donc qui sont, vers lesquels on avance énormément. Mais en quoi la 5G peut apporter des choses, c'est notamment dans la communication entre objets, parce qu'il y a la partie embarquée de la navette autonome ou de la voiture autonome, donc là qui avance et qui ne fait que progresser, mais surtout permettre aux véhicules de communiquer entre eux, notamment quand il y a un véhicule 200 mètres devant vous, même sur l'autoroute 3 km avant vous qui freine, ça permettra de prévenir tous les autres véhicules qu'il se passe quelque chose et donc de ralentir bien en anticipation plutôt qu'il y ait le capteur embarqué qui freine de façon brusque au dernier moment et donc que tout ce qui est objet puisse communiquer, en particulier les voitures et les navettes autonomes. Là, l'expé avec la RATP, elle est assez intéressante, c'est que dans votre smartphone, vous avez le lieu, vous enregistrez le lieu où vous allez et le lieu, enfin bien sûr, le lieu où vous montez, il est identifié quand vous rentrez dans le véhicule. Et en fait, la navette n'a jamais le même parcours. C'est-à-dire qu'en fonction des personnes qui sont dans la navette, en fonction de leur destination et en fonction du trafic automobile, elle change en permanence son trajet pour toujours aller optimiser et vous amener le plus rapidement possible à votre destination. Un exemple proche de nous aussi, c'est le port d'Anvers, où là, on a développé un réseau 5G privé. Et donc le réseau 5G privé, ça veut dire que seuls
Les terminaux qui sont autorisés peuvent y aller. Donc, si vous y allez demain avec votre mobile 5G classique, bah, il ne se passera absolument rien. Vous ne verrez pas de réseau 5G, vous ne pourrez pas vous y connecter. Seuls sont autorisés donc les bateaux et les porte-conteneurs de sport. Et donc, l'avantage de la 5G dans le cas du port d'Anvers, c'est évidemment couplé à l'analyse de toutes les données. Donc, elle collecte les données en permanence du port, donc de tous les bateaux qui approchent et de toutes les porte-conteneurs. Elle permet d'optimiser en permanence le trafic maritime d'entrée et de sortie du port. Et je peux vous dire qu'en fait, c'est comme les bouchons dans les grandes villes le matin, dans les ports, c'est exactement le même truc. Et aussi toute la logistique des porte-conteneurs avec du tracking en permanence de l'ensemble des conteneurs du port, encore une fois, pour optimiser les flux. Et en fait, ils ont des gains de productivité qui sont assez importants, à la fois au niveau des bateaux et du coup aussi des économies de fuel, parce que c'est quand même des choses qui sont hyper polluées, les ports maritimes comme ça. Et puis évidemment, la gestion des conteneurs qui est également optimisée. Et le dernier point, ce sera l'industrie. Donc, on en a un peu parlé. Il y a le technicien augmenté et il y a tous les capteurs qui pourront être utilisés, implémentés. Donc, on parle, je vous ai parlé tout à l'heure de l'Expect Schneider. Vous voyez qu'avec la 5G, on peut mettre 100 000 objets par kilomètre carré, donc ça nous laisse un petit peu de marge. Et surtout, ces objets connectés auront, grâce à la low energy, la technologie low energy dans la 5G, une possibilité de durée de vie hyper longue, donc pas besoin d'aller les recharger tous les jours. Elles seront sur batterie et elles pourront avoir des durées de vie de plusieurs années. On est entre 5 et 10 ans sur les premiers objets qu'on est en train de déployer. Donc, dans l'industrie, ce sont des capteurs qui analysent en permanence la production de la chaîne. Il y en a certains qu'on a développés avec une startup qui analysent le son en fait de la chaîne de production et qui peuvent détecter des pannes ou des pièces qui vont bientôt tomber en panne. Donc ça, c'est de la maintenance prédictive. Et donc, elles préviennent l'opérateur de maintenance que d'ici, là, elle fait des calculs et de prévision en reconnaissant le son, que d'ici 5 heures, il va falloir changer la pièce parce qu'elle va tomber en panne. Donc ça, c'est un exemple. Aussi, on a des caméras de contrôle avec, pareil, de l'analyse d'image qui vérifie en permanence la qualité de ce qui est produit, ce qui évite de produire parfois pas mal de choses et au contrôle qualité, ça passe à la poubelle parce que ça ne respecte pas des dimensions ou certains composants. Et on a aussi évidemment tout ce qui est capteur d'énergie et de fluide, donc pour détecter les fuites, détecter en permanence des capteurs de température pour avoir trop de chaleur, pas assez de chaleur pour certains produits qui peuvent mettre en péril certaines productions. Et puis de la gestion énergétique optimisée, que ce soit, on le disait, des fluides, de tous les fluides qui peuvent rentrer, l'eau évidemment, mais on pense l'ensemble des fluides, et également la partie apport énergétique. Et je pense qu'on peut arrêter là. J'ai nickel le niveau du temps. C'est parfait. Si vous voulez si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Nous, on les voit passer, on a l'écran de contrôle devant nous. Donc, on peut vous répondre. Juste, j'ai une petite question. À l'écoute de tout ça, j'ai l'impression qu'en fait, bientôt, on n'a plus besoin de Wi-Fi. En fait, on va abandonner tout ça et qu'on sera dans un seul grand réseau 5G. C'est possible. C'est une des possibilités, ouais, effectivement. C'est que tout ce qui est en mobilité, grâce à la 5G, sera utile. En tout cas, l'exemple, la question est très juste parce que dans le milieu industriel, en fait, finalement, il y a en Wi-Fi, ça marcherait aussi. Sauf que dans un site industriel, le Wi-Fi, on le sait tous, des fois ça couvre, des fois ça couvre pas bien. Des fois ça passe pas, des fois il manque le mot de passe. En plus, en termes de Wi-Fi, j'ai rien contre le Wi-Fi, mais on a quand même un point d'accès Wi-Fi sur 2 qui est quasiment niveau 0 en termes de sécu. Donc, si on veut garantir de la sécurité, etc., c'est pour ça qu'on bosse sur des réseaux 5G qui sont même des réseaux 5G privés dans le milieu industriel, par exemple. Et puis, en tant que particulier, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas de surcoût, pour répondre aussi à la question un peu d'Antoine, si dans les offres grand public, la 5G, elle est sans surcoût par rapport à la 4G, que maintenant on a des godets de data intéressants, finalement, on se dit, je ne vais plus m'embêter à me connecter au Wi-Fi de l'hôtel en laissant toutes mes données personnelles. C'est ça. On voit que nos points d'accès Wi-Fi, en tout cas en Europe, quand tu voyages en Europe, ont beaucoup moins d'intérêt. Oui, c'est ça. On a un grand réseau, on sait qu'on a de la dispo partout. Moi, je me suis noté aussi, en fait, des outils comme la VR ou ce genre de choses. En fait,
ils existent et on les voit déjà passer depuis longtemps, mais on est encore limité, soit parce que les premiers casques, ils n'étaient pas autonomes, donc il fallait être à côté du PC, soit parce qu'on avait besoin de Wi-Fi. Moi, j'ai l'impression que le grand changement, c'est pouvoir le faire en temps réel et sans être chez soi à côté de sa borne Wi-Fi, quoi. C'est exactement ça. Pareil, si on bosse dans l'industrie, en fait, les casques VR, c'est pas neuf chez nous, mais par contre, le technicien de maintenance, surtout ceux qui sont pas forcément de l'industriel en tant que tel, mais qui sont prestataires, ils ne pouvaient pas s'accrocher au Wi-Fi, ou ça marchait pas, ou ça passait pas, et à chaque fois, il y avait toujours finalement un problème, alors que demain, on a la possibilité de l'avoir partout sans se poser la question. En fait, on branche son casque sur son smartphone et hop, on a la connectivité sans se prendre la tête. Et pour répondre à François aussi, plus de LoRa. Et oui, plus de LoRa, plutôt à moyen terme, puisque la norme IoT 5G commencera en 2023. C'est toujours pareil, les technos, il y a toujours un petit peu de temps, le temps qu'il y ait les nouveaux équipements qui sortent, les nouvelles puces, que ce soit accessible, démocratisé, etc. Nous, c'était qu'une projection, hein, c'est pas quelque chose que je vous donne de façon certaine, mais vers 2030, on devra, et probablement on n'aura plus assez de monde sur le LoRa, et la bascule LoRa ou Sigfox vers la 5G se ferait plutôt en 2027. Donc on aura un transfert massif. Ouais, c'est un horizon de temps un peu. Voilà. Ok, ça marche. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on les prend en allant. On se donne on a encore une petite minute ou deux pour les questions là, sur ce sujet 5G. Et après, je voulais juste t'interroger aussi sur pourquoi vous aviez choisi d'être sponsor partenaire d'Amiens Tech Festival, et puis voilà, l'intérêt aussi pour vous de voir évoluer un peu la tech à Amiens. Parce que c'est une anecdote un peu perso, mais le premier écosystème que j'ai rencontré quand j'ai pris mon poste, c'était Amiens, et j'ai tout de suite beaucoup aimé. Donc, et j'aime beaucoup l'ambiance, et j'aime beaucoup les relations entre les personnes qui sont assez sympathiques. Et voilà, au-delà du coup de cœur pour perso, pour la ville et pour son écosystème, je trouvais ça vachement bien de relancer, et même d'ailleurs oser de relancer un festival, même en cette période, mais je pense que l'écosystème en avait besoin, et d'ailleurs je te remercie de le faire. De rien, on s'est lancé un peu, on va dire, on voit les anciens de la tech amiénoise. Voilà, c'est effectivement, c'est une initiative originelle. Vous aurez compris. Et on trouvait que du coup, avec le Covid en plus, ça n'a pas forcément aidé, et du coup, c'était un peu tous perdus de vue, et qu'il fallait tenter un truc. Alors nous, on espérait pouvoir le faire en présentiel, hein, mais ça s'est pas fait. Mais c'est une bonne première étape. On a quand même récupéré. On est dans un lieu chouette ici. On peut faire ça pendant 3 jours. Là, déjà, c'est une bonne première. Puis l'année prochaine, on fera un vrai truc où on sera tous ici ensemble. C'est sûr. Nicolas, si tu peux venir nous rejoindre. On va se préparer tranquillement pour la conférence suivante avec Nicolas Lecointre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour quand les offres 5G chez Soch? J'en sais rien. On n'a pas la réponse. Pour l'instant, on fait encore de la différenciation. Je vous l'ai dit, hein, c'est un réseau sur lequel qui coûte quand même quelques milliards d'euros à déployer. Hein, donc, pour l'instant, on le réserve plutôt sur des offres un peu de gamme, même si elles ne sont pas plus chères. Elles sont réservées pour l'instant à une certaine catégorie. On ne l'a pas encore passé dans le low cost. Ok, ça marche. Il y a une priorité plutôt... on va dire business et entreprise sur la 5G. Et de toute façon, les vrais cas d'usage, et je ne l'ai pas dit là, on a ouvert alors, pas de bol, il n'est pas à Amiens, il est à Villeneuve-d'Ascq. On a ouvert un lab 5G dans l'Hauts-de-France à destination des startups. Je fais d'ailleurs, s'il y a des startups qui veulent tester la 5G 2023, on vous la mettra en disposition en 2022 avec un peu d'avance. Et clairement, c'est des cas d'usage business pour les entreprises, qu'elles soient grosses, petites, moyennes ou start-up. On est plutôt dans des offres entreprises. Et d'ailleurs, dans un deuxième temps, en B2B2C nécessairement. Ça marche. Désolé, je change de prise en même temps. Benjamin, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Ouais, on fait un peu homme couteau suisse. Bravo. Hop, parfait.